Donc moi je m'appelle Christophe Bandaillan, je suis directeur et consultant d'un cabinet de recrutement, donc je suis chasseur de tête en gros, et de conseil en ressources humaines. J'interviens depuis une quinzaine d'années donc dans les recrutements, c'est le gros de mon activité, et avant cela j'étais DRH pendant 5 ans et demi d'une société américaine multisite au niveau national. Et encore avant ça, j'étais consultant à l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Le projet professionnel, c'est l'objectif qu'il faut d'abord au préalable se fixer avant de déployer un plan d'action qui va permettre de matérialiser ce projet professionnel. En général, on a un projet professionnel qui correspond parfois au métier que l'on maîtrise. Vous avez tous 5, 10, 15 ans d'expérience, souvent dans un ou plusieurs métiers. Mais quoi qu'il en soit, on peut très bien avoir un projet professionnel comme plusieurs. En général, on peut comptabiliser jusqu'à 3 projets professionnels qu'il faut pouvoir prioriser, du plus faisable finalement au plus risqué. Une fois qu'on a les caps et que l'on sait vers quoi on va se diriger, quel type de projet on a, eh bien, on peut décliner la méthode du mix marketing, emploi ou carrière. Cette méthode permet quoi? Elle permet en fait de promouvoir votre objectif, votre projet professionnel en activant 4, on va dire, variables, 4 clés qui, une fois harmonisées, créent les conditions de transformation d'un marché prospect de l'emploi en un marché client de l'emploi. Or là, nous, dans notre démarche de recherche d'emploi ou de promotion interne, qu'elle soit horizontale ou verticale, l'idée c'est de s'envisager soi-même comme un produit. À partir du moment où on envisage son profil comme un produit qui va devoir faire sa promotion par rapport à un marché client de l'emploi, et que l'on active ce qu'on appelle les 4 P, c'est-à-dire en fait la politique Product, Price, Promotion, Place, l'harmonisation de ces 4 politiques ont créé les conditions de transformation de ce fameux marché de l'emploi. Donc en gros, on parle de qui? On parle des entreprises, on parle de celles que vous sélectionnez comme entreprises sur certains secteurs d'activité, et on parle de manière plus précise des dirigeants auxquels vous allez adresser votre candidature, ou des DRH, ou des responsables recrutement, ou même des intermédiaires de l'emploi, à savoir les cabinets de recrutement ou des sociétés d'intérim ou des cabinets de transition. Bref, tout ce qu'on parle d'intermédiaires de l'emploi, c'est valable également. C'est un petit peu l'idée, de structurer finalement ces compétences par des grands titres qui sont des domaines d'expertise ou des pôles de compétences. Donc ça, c'est l'acquis. C'est les compétences acquises liées au parcours. Et rétrospectivement, c'est lié au parcours professionnel, mais on peut intégrer aussi les compétences qui ont été obtenues par l'intermédiaire de stages, par l'intermédiaire de contrats de qualification, de professionnalisation, si vous avez été dans des phases de contrats d'alternance. La plus-value, c'est le plus produit, si on reprend des termes marketing. C'est qu'est-ce que j'ai de plus? Qu'est-ce que j'ai développé en termes de compétences supplémentaires qui est de nature à créer de la valeur par rapport à mon profil? Qu'est-ce qu'un employeur va acheter s'il m'embauche? C'est ça qu'on se pose comme question. Quand tout est égal, le diplôme, l'expérience, quel est le plus produit que vous avez à vendre? Quel est votre avantage concurrentiel? Le design, à quel moment on le trouve? On le trouve en fait dans la présentation de votre CV et de votre lettre. Déjà, au-delà des compétences de fond qui sont écrites à l'intérieur et dont on a parlé, les compétences, le diplôme, les potentiels, l'informatique, les langues, au-delà de cette partie-là, c'est comment on présente l'offre. Donc, c'est quelque part la mise en page, c'est quel graphisme, c'est quel choix des mots. Le choix des mots fait partie de la forme. La manière dont on décrit son parcours, ça fait partie du design. La manière dont on narre ses arguments de vente dans la lettre de motivation,
Ça fait partie aussi du design. Et dans la continuité du processus, le troisième outil, c'est l'entretien. Parce que l'entretien, c'est quoi? C'est le reflet verbal de votre argumentaire. Et donc là, on parle du design, ça veut dire de votre manière de vous exprimer, de la manière de structurer vos idées. Et on parle aussi de la manière dont vous êtes visuellement quelque part attractif ou attractive à l'œil. C'est-à-dire, on parle de la présentation. Et on parle de ce qui se dégage de cette présentation, tant sur la prise de parole que dans les mots choisis, que dans le fait d'être synthétique ou analytique ou être dans le bon compromis entre les deux. On part de l'annonce, on sait que c'est ce que souhaite le client. Généralement, l'annonce, elle est composée toujours de plusieurs parties qui sont toujours les mêmes. On a un bandeau institutionnel qui positionne le métier de la structure et on a deux parties, mission, profil. Dans mission, généralement, on a 4 à 5 points qui, sous forme de phrases, résument les 4-5 grandes missions principales du poste cité en référence. On a ensuite la partie profil. On a ces fameux critères de mission. On a ces fameux critères de profil. Le premier boulot, c'est de comprendre et de visualiser exactement le candidat idéal. Finalement, dans une annonce, on a un certain nombre de critères. Alors, par exemple, dans une annonce lambda, après relecture, on se rend compte qu'entre les missions et le profil, ça fait 10 critères. Il y a 10 critères dans la demande de l'entreprise. En quoi consiste le mix marketing-emploi? Parfois, il arrive que sur une annonce, on demande une expertise sur un secteur et que l'on n'a pas cette expérience dans son parcours. Donc là, arrive parfois qu'on ne peut pas répondre positivement à tous les critères souhaités dans le cahier des charges. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc, combien de fois on vous a dit dans des processus de recrutement, on vous a pas retenu parce que vous nous paraissez bien au-dessus des critères que l'on demande. Pourquoi? Parce qu'ils disent, moi, ma prétention, c'est mon dernier niveau de salaire. Voilà, je ne peux pas bosser à moi. Ok. Si on fait que ça, on peut créer un écart entre l'objectif budget prévu du poste et le réel. Et souvent, le candidat se situe autour de sa demande à lui. Il ne s'intéresse pas forcément au budget de l'autre. Il se console en disant « moi, je veux 60K €. Si vraiment ils me veulent, et que le poste il est maxi à 50, ils feront le gap de 10. Non. Et là, on arrive à une deuxième étude qu'il faut pouvoir faire quand on doit répondre à la question du prix. Qu'est-ce qui se passe quand un marché est saturé de profils équivalents aux vôtres? En termes de price, qu'est-ce qui se passe? Le prix baisse. Bravo. Et si vous avez des plus-values, ou une expertise technique, ou une expertise sectorielle, ou un métier très technique, un peu rare, un peu pénurique, qu'est-ce qui se passe en termes de budget côté employeur, au niveau des prix? Il augmente. Ça augmente. Il faut voir aussi à un moment T0 dans quoi on est. Est-ce que mon métier est pénurique? Est-ce qu'il est en saturation ou pas? Est-ce qu'il est... Voilà. Et en fonction de ça, il est clair que plus vous avez un profil pénurique et recherché, et plus je vous dirais qu'en termes de négociation de prétention et d'évaluation de prétention, vous pouvez aller haut, avec des chances de succès. Donc, est-ce qu'il vaut mieux se faire plaisir à dire « moi, je sais tout faire, je suis un couteau suisse ». Ça m'est arrivé aussi parfois qu'on me dise « vous êtes je cherchais pas forcément, mais qu'on me dise « vous êtes surdimensionné pour le poste » et que finalement, 6 mois plus tard, moi, j'allais faire l'entretien, c'était plus pour me faire connaître. Et des fois, 6 mois après, on me rappelait pour proposer un poste beaucoup plus intéressant. Je trouve que c'est dommage de pas donner toutes ces compétences si ça peut servir de tremplin pour un autre poste dans la même entreprise, quoi. Se présenter, se faire connaître dans une entreprise et faire des entretiens pour ça, je vous dis, c'est super. Bonsoir Christophe, je voulais savoir, tout à l'heure vous disiez, et je le comprends, mais que finalement on serait prêt et on devrait finalement en fait accepter avec un bac+5, etc. et notre expérience, réduire de 10 KE
ce qui est quand même assez Moi, énorme. j'ai dit 10, hein, faut pas le prendre à la lettre. Du coup, est-ce que le fait finalement juste de dire en entretien, d'accord, l'offre, enfin, en plus il propose souvent des fourchettes, mais de dire qu'en tous les cas on serait prêt finalement après à négocier, ça pourrait pas non plus être une sorte de comment dire, d'une opportunité qu'on leur donne et finalement comme un cadeau, mais je veux dire de dire qu'on est prêt à faire des efforts et je pense pas, enfin j'ai été surprise en fait de dire que une RH elle pourrait finalement s'offusquer qu'on puisse même demander. C'est ça qui m'a un petit peu surprise. Demander quoi? Demander à négocier. À négocier. Oui. Non, c'est de bonne guerre. Tous les candidats essayent de négocier, mais ce faisant, on crée dans l'engrenage un oui mais. Or, la RH n'aime pas ça. Et comme on n'est jamais seul devant un recrutement, qu'il y a toujours d'autres concurrents, ce qui est un oui mais pour vous va être un oui franc pour quelqu'un d'autre. Excusez-moi, mais du coup, si on se brade, entre guillemets, est-ce qu'on ne risque pas de se décrédibiliser, tout simplement? Donc à la question, avez-vous d'autres pistes? Il vaut mieux dire non. Votre projet de repli, vous pourriez avoir dans l'hypothèse où votre boîte, par exemple, elle déciderait... Justement, revenir dans ces groupes internationaux où j'ai déjà travaillé, ce genre de formation que vous faites, c'est très intéressant pour se situer, comme vous dites, faire de la prospection dans les marchés.